Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc je vous rappelle que les conférences elles sont visibles sur la chaîne YouTube du Cartel et en replay. Merci Didier de faire cette conférence. Donc Didier Chezekiel est maître de conférence hors classe et HDR à l'Université de Paris, anciennement Paris 7. Et l'IPGP qui est donc l'Institut de physique du globe de Paris. On a le plaisir d'avoir Didier dans nos locaux pour ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire qu'il reste maître de conférence à Paris, mais il va exercer pendant un minimum de 2 ans son activité de recherche au laboratoire Cartel, et pendant cette année, en fait, il est déchargé de son enseignement, ce qui lui permet de se consacrer vraiment à la recherche. Vous savez que les maîtres de conférence ont normalement une double activité recherche et enseignement, et ces délégations permettent vraiment de consacrer tout son temps à la recherche. Donc il va nous présenter un exposé sur un lac de cratère à Mayotte. Ça va nous éloigner un peu de nos écosystèmes lacustres alpins, ça va nous faire voyager un peu, qui est un écosystème microbien exceptionnel. Là, je ne vous apprends pas grand-chose, hein, je lis juste le titre. Didier, il a un parcours de chimiste universitaire, il a fait une licence et une maîtrise de chimie. Après, il a fait un DEA de chimie appliquée, génie des procédés industriels. Et ce qui est intéressant aussi dans son parcours, c'est que sa thèse a été consacrée à alors, c'était pas une bourse chiffre, mais c'était vraiment une collaboration industrielle. C'est ça, oui. Et il s'est vraiment tourné vers des aspects de conception et de réalisation d'une électrode indicatrice de tension active cationique pour leur dosage dans l'eau. Ce que je trouve intéressant, c'est cet aspect, je dirais, un peu appliqué et industriel de tes recherches. Et puis après, tu es devenu maître de conférence à l'université de Paris 7. Paris 7. Voilà. Eh bien, merci d'être là ou derrière vos ordinateurs à écouter ce que je vais vous raconter sur un lac que moi je trouve extraordinaire, mais en fait je ne suis pas le seul à le qualifier ainsi. Tous ceux qui ont travaillé dessus ont été séduits par ce système que l'on peut qualifier d'écosystème microbien exceptionnel en effet. Alors, moi je précise, comme l'a dit Jean, je ne suis pas biologiste ou microbiologiste, je suis chimiste. Je vais évoquer certains aspects quand même sur la partie microbienne, parce que c'est évidemment absolument important dans le fonctionnement du système. Mais ce n'est pas ma spécialité. Alors, tout d'abord, rapidement, où ça se trouve, ça se trouve dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. Et donc, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. C'est la partie est de cet archipel. Et Mayotte s'est qualifiée elle-même d'un archipel, avec plusieurs îles. C'est un très grand lagon d'ailleurs, avec une double barrière de corail. C'est un site exceptionnel où il y a des cétacés qui viennent se reposer là. Beaucoup de diversité aussi sur l'île en général, qui connaît tout un tas de soucis. Je ne vais pas m'étaler sur ce que traverse Mayotte en ce moment, Covid, immigration et pauvreté. Enfin bon, tout n'est pas rose sur cette île, ou vert si vous voulez. Ici, vous avez Petite Terre. Alors, vous la voyez là, exactement située sur la barrière de corail. Petite Terre a été construite bien après Grande Terre, qui date de à peu près plus de 2 millions d'années. Petite Terre, c'est environ 80 000 ans. C'est du volcanisme donc récent. Globalement, le volcanisme de ce site-là, c'est plus ou moins un point chaud, mais après, il y a des subtilités dans lesquelles je n'entrerai pas là non plus. Et en agrandissant encore, vous voyez ici un cratère. C'est le lac Dzianidza. Après, je ne dirai plus lac Dzianidza parce que Dzianidza, ça veut dire lac de cratère, en langue locale, qui est le Shimaore. Et là, vous avez d'autres cratères également qui datent à peu près de la même période. Et ce sont tous des mares, des cratères d'explosion phréato-magmatique, rencontre de magma et d'une nappe d'eau dans le sol. Donc ça fait de la vapeur, ça explose, c'est très violent, ça fait
un cratère circulaire qui se remplit d'eau. Alors au départ, pour Mayotte, pour ce lac, ce que l'on comprend du fonctionnement hydrologique, c'est que c'était rempli d'eau de mer qui a évolué ensuite avec le temps par évaporation. L'âge du lac n'est pas encore bien connu, environ 7000 ans, mais ce n'est pas encore bien établi. Et vous voyez que c'est très très proche de l'océan. Il y a un peu plus de 200 mètres là, qui séparent le lac de l'océan. Et c'est par ailleurs un site protégé. Il appartient au Conservatoire du littoral. Et on peut aller en faire le tour par le Tough Ring, l'anneau de projection qui est autour, c'est magnifique. Et l'intérêt du cratère est cultivé en partie, des cocoteraies, du manioc, ce genre de plantes sous les tropiques. C'est un lac tropical, à 12 degrés de latitude sud. Bon, il fait tout le temps chaud. Alors je reparlerai un peu des effets saisonniers après. Donc c'est un lac, un site globalement exceptionnel. Alors il y a tout un tas de disciplines qui peuvent trouver intérêt à l'étudier. J'évoquerai quelques aspects de limnologie. C'est un lac thalassoalin, donc originairement de l'eau de mer transformée. Alors, moi, je propose, je vais vous expliquer un peu après pourquoi, de le classer dans une catégorie nouvelle que je qualifierais de pseudo-mictique. J'essaie de vous expliquer pourquoi. Il y a un gros intérêt à étudier la biogéochimie et tout particulièrement les cycles du carbone, de l'azote et du soufre. Au niveau microbien, c'est assez remarquable. D'abord, on peut dire en préambule qu'on a comme un bloom permanent, donc une efflorescence, un développement massif de phytoplancton, mais qui est permanent et non pas saisonnier ou ponctuel, et qui est quasiment à 100% microbien. On va dire que, alors là, je vais beaucoup décevoir, mais Jean, Chloé, Clément, dans la salle qui s'intéresse aux poissons, vous n'en trouverez absolument pas là-dedans. Il n'y a pas d'animaux pluricellulaires. Les seuls animaux qui fréquentent ce lac, ce sont des mouches inféodées à ces systèmes salés et qui en fait mangent les cyanobactéries ou les exsudats de cyanobactéries. Il y en a des milliers, enfin des millions en fait. Quand on s'approche du bord du lac, il y a des nuages de ces petites mouches dont j'ai oublié le nom là, qui sont typiques de ces milieux-là et qui sont les seuls organismes, on va dire, en interaction avec le lac. On s'en rend compte en étudiant leur signature isotopique. Elles ont la même signature isotopique que les cyanobactéries qu'elles mangent. Mais sinon, il n'y a pas d'organisme pluricellulaire. Donc, il y a des microbialites. Tout ça, je vous en montrerai parce que c'est assez remarquable. Des constructions microbiennes qui donnent des roches. Par ailleurs, on va voir que ce lac, il émet beaucoup de méthane et on a des collègues ont un projet d'utiliser le consortium microbien du lac pour fabriquer du biogaz de façon assez efficace. Au niveau géologique, il y a des sorties de gaz, je vous en montrerai, c'est assez spectaculaire aussi quand on va sur le lac. Et donc, se pose la question aussi des risques liés à ces sorties de gaz, dont aussi l'H2S, l'hydrogène sulfuré. Et depuis depuis 2018, il y a une crise sismo-volcanique, donc sismique, tremblement de terre, et volcanique, un volcan sous-marin qui est né à moins de 50 km sous l'eau à l'est de Mayotte. Et donc ça crée des modifications fortes, notamment une subsidence de l'île, c'est-à-dire que l'île s'enfonce. Et on peut suspecter des entrées d'eau marine. On va voir quelques indices en cette faveur. Et donc des modifications possibles de cet écosystème unique à envisager. Et comment on peut aussi essayer de comprendre ce qui pourrait se passer dans ce cas-là.
Donc au niveau également des choses remarquables, alors là il faut des outils isotopiques, c'est-à-dire analyser la proportion de chaque isotope par élément. Vous avez des valeurs anormalement hautes du delta 13C, de la signature en carbone lourd, du carbone inorganique dissous et des carbonates, les précipités carbonatés qui se forment. Normalement, on a pas loin de zéro quand on prend la référence des carbonates usuels. Là, on est à plus 10, à plus 15 pour 1000, c'est énorme. Et on a aussi un décalage isotopique sur l'azote des particules, donc essentiellement du phytoplancton. Et donc, ces choses-là ressemblent à ce qui a été trouvé dans des sédiments anciens. Et on va voir que le lac présente plein d'analogies qui le font ressembler à des conditions qu'a traversé certaines parties de l'océan ou des lacs sur la Terre ancienne, donc il y a 2,1 milliards d'années. Et par ailleurs, c'est aussi un site qui est l'analogue de formations pétrolifères lacustres qu'on a aux États-Unis, par exemple. Et on peut retrouver des analogies aussi bien dans la séquence des minéraux qui sont déposés dans le lac que sur la matière organique et son évolution assez rapide vers des hydrocarbures. Je ne vous parlerai pas beaucoup, ou quasiment pas, du carottage là cette fois-ci. J'ai choisi de faire autre chose. Mais quand on a fait des carottages, par moment, ça sentait énormément les hydrocarbures. Et puis il y avait plein de bulles qui sont dégazées à chaque fois qu'on faisait des trous dans le sédiment. Et les gens qui ont travaillé là-dessus étaient d'ailleurs assez étonnés que finalement ça aille si vite vers la formation d'hydrocarbures. Parce que, encore une fois, ce site, il a environ 7000 ans, peut-être même un peu moins. Et la maturation de la matière déposée vers des hydrocarbures, on pensait que c'était beaucoup plus lent. Or là, on a déjà une proto-formation d'hydrocarbures sous les yeux, quoi. Donc ça intéresse beaucoup Total pour comprendre cette maturation et que finalement, on a aussi du pétrole dans des systèmes lacustres comme on en a exploité dans certaines zones aux États-Unis. Bon, c'est peut-être plus trop à la mode maintenant, le pétrole, mais il y avait quand même un intérêt à comprendre les choses. Donc vous voyez que c'est très diversifié, et encore, je sais que dans les grandes lignes, ça, et finalement, qu'on soit biologiste, géologue, chimiste, géochimiste, ou application à des biogaz, ou comprendre ce qui s'est passé dans la formation du pétrole, c'est un site exceptionnel pour tout un tas de raisons. Alors, simplement pour vous dire qu'il y a eu pendant quelques années, de 2012 à 2017, plusieurs campagnes qui se sont succédées et qui ont fait partie d'une ANR pilotée par Magali Adair, qui est professeure à l'IPGP, et aussi financée par la Fondation Total et aussi par Total Recherche et Développement pour l'intérêt donc de cette similitude avec des environnements pétrolifères anciens. Donc ça, ce que j'ai mis là, c'est ce que j'ai moi particulièrement fait comme action pendant ces campagnes. Il n'y avait pas de bathymétrie connue du lac, donc on en a établi une pour montrer qu'il y avait une fosse qui n'était pas connue du tout dans cette zone-là, vers 18 mètres de profondeur, qui correspond vraisemblablement à l'ancienne cheminée du volcan. En dehors de cette fosse, la profondeur maximale, c'est 5 mètres. Et quand on fait la moyenne sur tout le lac, c'est seulement 3 mètres. C'est un lac très peu profond. Et d'ailleurs, c'est un confetti par rapport au lac Léman, puisqu'il ne fait que 640 mètres par à peu près 470. Donc c'est un lac finalement tout petit. Sa surface est à peu près au niveau de la mer. Et donc on a travaillé sur essentiellement 2 stations. Une station, on va dire, centrale, et une dans la fosse qui présente des intérêts. Mais après, on a fait aussi tout un tas de prélèvements un peu ailleurs. Donc, il y a eu sur la colonne d'eau des prélèvements, avec des bouteilles à prélèvement, des mesures in situ avec diverses sondes, des capteurs montés sur des datalogueurs, du carottage, mais ça, j'en parlerai pas.
installation d'une station météo et d'un limnigraphe. J'ai fait plusieurs fois des mesures de flux de CO2 et de méthane à l'interface OR pour voir quelle était l'émission de ces gaz vers l'air. Et en fait, il y a énormément de ces gaz qui sortent vers l'extérieur, et des incubations pour la production de méthane. Donc là, vous avez le montage, par exemple, pour ces flux, dont je vous reparlerai un petit peu plus en détail après, la méthode de la chambre flottante qui permet en posant cette chambre sur l'eau, on enregistre l'augmentation des concentrations de CO2 et de méthane en fonction du temps, et on en déduit les flux de ces gaz vers l'air. Voilà dans les grandes lignes. Donc maintenant, je vais vous montrer des données. Alors, tout d'abord, ce que l'on peut voir de prime abord, vous l'avez peut-être vu d'abord sur la photo, les photos précédentes, c'est ce lac est tout vert, et je vous ai dit, c'est un bloom permanent, il est vert en permanence, très très chargé. Ça, c'est de l'eau recueillie directement du lac. Alors, il y a des chiffres là qui parlent tout seuls, hein. La biomasse est énorme. Des valeurs de chlorophylle à 650 en moyenne, mais vous avez parfois plus. La transparence de l'eau est minuscule. C'est il n'y a pas d'erreur d'unité, hein, c'est inférieur à 10 cm. Turbidité énorme. Donc une zone photique très faible, c'est-à-dire la profondeur de pénétration de la lumière est vraiment très très faible. En fait, cette biomasse énorme fait de l'auto-ombrage, et du coup, la lumière ne pénètre pas très profondément. Ces producteurs primaires, là, qui donnent cette biomasse verte avec plein de chlorophylle, sont dominés en masse et en biovolume par une seule espèce de cyanobactérie filamenteuse, qui a été nommée Arthrospira fusiformis, parce qu'elle n'était pas décrite avant. Arthrospira, normalement, elles sont enroulées en hélice. Là, elle est en bâton, en toute droite. Et il y a eu d'autres organismes également nouvellement proposés qui n'avaient pas été décrits ailleurs. Et là, vous avez la plus grosse partie de la biomasse, c'est ça, mais en nombre de cellules, c'est quand même concurrencé par une chlorophycée, un Picocystis salinarum, qui est connu pour ces milieux-là. Par contre, ce qui était moins connu, c'est qu'en fait là, dans ce type de milieu-là, on s'attend en général à avoir une seule espèce qui domine. Là, on a une codominance en termes de nombre de cellules dans ce système exceptionnel. Globalement, c'est évidemment une très faible diversité du phytoplancton que l'on a, qui contraste avec une forte diversité et densité aussi des organismes hétérotrophes, donc notamment les bactéries et les archées, qui ont une très très grande diversité au contraire dans ce système. Donc globalement, de toute façon, il est dominé par les prokaryotes, et on n'a pas forcément encore totalement bien compris quelle était la raison pour laquelle à la fois ce bloom se maintenait de façon permanente, et pour quelle raison aussi il n'y avait pas d'autres organismes, mais c'est sans doute lié aux conditions extrêmes qui règnent un peu en profondeur, hein. Il suffit d'aller à 50 cm pour ne plus avoir de lumière. C'est anoxique en permanence sous 1 mètre de profondeur, et des fois même, j'ai déjà mesuré 0 oxygène en surface certains jours. Et l'H2S est présent assez fortement, jusqu'à 6 millimolaires. Il y a beaucoup d'ammoniac aussi, donc ça c'est des conditions assez drastiques pour certains organismes. L'H2S par exemple est toxique pour énormément d'organismes, et donc ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas d'autres choses qui se développent et qui survivent dans ce lac. Alors par contre, il y a donc beaucoup de formes de vie un peu originales, comme ces microbialites, dont on a des exemples parmi les plus vieux vestiges sur Terre, hein, qui remontent jusqu'à 3,5 milliards d'années. Quand on regarde les roches sédimentaires, on trouve des stromatolites, hein, ou
microbialites au sens large, hein, des constructions induites par l'activité microbienne qui font un mélange avec des dépôts sédimentaires également. Donc vous avez des formes en colonne ou en cheminée. Alors en cheminée parce que vous allez voir tout à l'heure que certaines de ces colonnes laissent passer des gaz, donc c'est un véritable conduit avec un trou au milieu. D'autres ont une forme en chou-fleur, hein, avec des espèces de protubérances comme ça, et d'autres sont en feuillet. En fait, là c'est lorsque l'eau est basse, le niveau du lac est bas, on a une zone qui se découvre, et en fait le substrat au début de la plage, entre guillemets, c'est une construction en feuillet de microbialites. Et vous avez peut-être entendu ça à l'occasion de l'amarcissage de Persévérance, là. Parmi ce qui va être recherché sur Mars, c'est des traces anciennes qui pourraient être des microbialites. Microbialites comme preuve de l'activité du vivant. C'est donc des traces dont on peut espérer retrouver quelque chose sur Mars s'il y a eu quelques vies à une époque. Donc ces microbialites induisent la précipitation de carbonates, dont le principal est l'aragonite, un peu d'hydromagnésite, là j'ai mis la formule, avec c'est un carbonate de magnésium. Bon, la calcite, qui est une autre forme de carbonate de calcium différente de l'aragonite, et puis de la dolomite, qui est un carbonate mixte entre magnésium et calcium, et aussi des phyllosilicates. Donc, selon qu'elles ont une forme en colonne ou en chou-fleur, elles n'ont pas tout à fait, enfin même, on va dire même assez radicalement différent. Le consortium microbien n'est pas le même. Il y en a qui sont dominés par les pleurocapsales, hein, qu'on peut mettre en évidence là en microscopie confocale laser. C'est les points rouges, et vous avez des filaments verts qui sont des cyanobactéries filamenteuses. Et sur celles en chou-fleur, il y a aussi des alpha-protéobactéries, des bactéries pourpres non sulfureuses qui induisent la calcification, donc aragonite, hydromagnésite. Donc ça vous donne des structures laminées, hein, c'est la définition des stromatolites, avec des différents minéraux. Ces minéraux-là, on les retrouve aussi d'ailleurs dans le sédiment en général du lac. Hein. Et ça, je n'en parlerai pas là, ça fera un développement encore assez long. Simplement, je signale qu'il va y avoir au mois d'octobre un workshop dédié aux microbialites au Muséum d'histoire naturelle, pour ceux que ça intéresserait. Alors, parmi les choses remarquables aussi, qu'on peut remarquer même en étant simple touriste, quand on se promène au-dessus du lac, si on s'approche assez près, on peut voir des zones de sortie de gaz, un peu qu'on peut qualifier de moffettes. Alors, il y en a à plusieurs endroits dans le lac. Celle que je vous montre là, c'est la plus spectaculaire. Alors, j'avais hésité à inclure une vidéo, puis j'ai renoncé, mais imaginez que ça bouillonne, ça fait du bruit. Et vous avez une zone où il y a une vingtaine de points de bulles de sortie. Là, on les voit très bien, parce que c'était au petit matin. Ça perçait le tapis de cyanobactéries qui s'étaient accumulées là sur cette partie-là du lac. Donc, vous voyez très bien les points de sortie de bulles. Sur une zone qui fait à peu près 25 mètres de côté, vous avez un site qui est associé aussi à la présence de microbialites, une zone de dégazage. Il y en a d'autres, une au centre du lac. Alors ça, c'est une vue de haut avec le petit zodiaque de terrain. Là, elle est là, cette zone de bullage, là, vous voyez ici. Donc ça, c'est plus profond, c'est vers 11 mètres, mais il y a aussi des microbialites à 11 mètres. Et cette zone-là, quand c'est arrivé plusieurs fois de voir un espèce de panache un peu laiteux remonter, et en fait avec une odeur caractéristique d'H2S là sur cette zone, et parfois donc anoxie dès la surface, alors pas seulement sur cette zone-là, hein, mais juste à côté également, sur tout le lac, et à ce moment-là, les cyanobactéries ne vont pas très très bien, elles se regroupent en paquets là, et c'est signe qu'il y a un stress qui joue là pour les regrouper comme ça. Et cette zone-là, c'est une zone assez particulière du lac. On s'en rend compte aussi sur l'analyse des gaz. Alors voici la zone nord-ouest là avec le gros bullage.
la zone centrale, près de la cheminée, des zones vers le sud, mais il y en a plusieurs en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, certaines microbialites peuvent être carrément qualifiées de cheminées. Quand on les casse, on voit un trou au milieu et il y a du gaz qui bulle. Et là, vers l'est, pardon, non, c'est l'est, pardon, c'est faux là, c'est pas l'est, c'est l'ouest. Vous avez des gaz qui sortent tout près du bord, des fois elles sont découvertes. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a énormément de CO2, sauf ici où il y a surtout du méthane, alors que le méthane est epsilon dans les autres sorties. Et par ailleurs, au niveau de la signature isotopique, on a un delta 13C qui est typique du CO2 magmatique, hein, qui normalement est vers moins 3 à moins 4 pour 1000 à peu près. Et là, le méthane est une signature aussi de méthane profond, alors que le site central, dans la zone de bullage qui est ici, on a beaucoup plus de méthane, hein, et un méthane avec une signature biologique. Alors ça, on l'explique par le fait qu'ici, on a 11 mètres de colonne d'eau à parcourir, alors que là, c'est 1 à 2 mètres, là, c'est quasiment à l'air libre ou en subsurface, et là, ça passe par les conduits, par les microbialites, alors que là, on a 11 mètres d'eau à parcourir, et le gaz qui doit buller d'une microbialite au fond entraîne avec lui le méthane qui est contenu dans la colonne d'eau, et lui, ce méthane, il est produit par activité microbienne, par les archées, et donc il a une signature biologique explicable par cette influence de la colonne d'eau, hein, avec les échanges de gaz qui s'y produisent. Donc, ce type de diagramme là permet, en exprimant le delta D du méthane en fonction du delta 13C du méthane, permet de reconnaître donc les eaux du lac, et les gaz sont dans le domaine de production biologique du méthane, plutôt par réduction des carbonates que par le processus de fermentation acétoclastique, mais comme il y a un domaine de recouvrement, ce n'est pas forcément si évident que ça. Donc vous voyez, ces gaz, j'en parlerai après, ils bullent dans le lac, mais il faut aussi voir qu'ils sortent par toute la surface par diffusion. Et par diffusion, c'est un mélange de CO2 et de méthane également qui sortent. Mais ça ne se voit pas, évidemment, sauf à le mesurer avec des appareils de mesure. Alors, Mayotte, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, sous les tropiques, il fait chaud, mais il pleut aussi beaucoup, et selon les saisons, c'est extrêmement contrasté. Vous avez une saison sèche entre mai et octobre, et une saison humide entre novembre et avril. Et il pleut en moyenne plus de 1200 mm par an. C'est nettement plus qu'à Thonon. Hein. Et de ce fait, cet apport d'eau douce par le haut, évidemment, puisque ça tombe sur le lac, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas de ruisseau ou de rivière qui alimentait le lac. Hein. C'est à la limite du ruissellement sur certains événements de pluie forts, mais sinon c'est de la pluie directe sur le lac. Donc cette arrivée d'eau de pluie va dessaler, là vous avez la salinité en fonction de la profondeur, va dessaler la couche supérieure du lac. Alors en fait ça la dessale sur environ à peu près 2 mètres, mais ça la dessale relativement par rapport à la situation où en saison sèche on a une colonne d'eau beaucoup plus salée. Vous voyez qu'ici la salinité c'est presque 2 fois l'eau de mer en saison on va dire non stratifiée de façon saline, alors que ça descend jusqu'à à peu près la salinité de l'eau de mer en saison des pluies, quand il y a cet apport d'eau douce massif. Donc on a une colonne d'eau qui est stratifiée à peu près vers 2 mètres par la salinité. C'est ça le driver de la stratification dans ce lac. Ce n'est pas la température, c'est la salinité. Et donc on distingue ces alternances de saisons. Alors après, ce n'est pas tout à fait synchrone. Hein. Dès qu'il s'arrête de pleuvoir, ça ne redevient pas homogène. Ça met du temps à se réhomogénéiser. Et en gros, le mélange survient au mois d'août, qui est l'hiver austral. Hein. Et là, le lac redevient
homogène en salinité dans la partie haute, sauf, vous voyez vers le bas, sous 14 mètres, c'est uniquement dans la zone de la fosse, parce que sinon, en dehors de ça, je vous rappelle que le lac, la profondeur maximale, c'est 5 mètres. Ça concerne la zone de la fosse. Vous avez une zone qui reste stable. Pendant 5 ans, on a eu cette zone stable, donc on peut qualifier cette partie-là de méromictique, mais c'est un peu un épiphénomène par rapport au reste du lac. Donc retenez que cette salinité est le driver de la stratification, avec des alternances saisonnières marquées. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, alors, il y a un petit peu de chevauchement. Donc vous retrouvez la salinité. Première allocline vers 2 mètres, deuxième allocline, qu'on pourrait aussi peut-être appeler chémocline vers 14-15 mètres. Et beaucoup de composés réduits, passés une certaine profondeur, dont le méthane, jusqu'à 2 millimolaires, c'est énorme, 2000 micromolaires, beaucoup d'H2S, très peu de sulfate. Alors, évidemment, le sulfate, c'est la forme oxydée du soufre, et il y en a très très peu dans la partie profonde, dans ce qu'on peut appeler l'hypolimnion, quand on distingue en saison stratifiée les C2 couches, là en surface épilimnion, hypolimnion. Vous avez quasiment 0 sulfate ici, alors que dans l'épilimnion, on en a jusqu'à 3 millimolaires, mais c'est de toute façon très peu par rapport à l'eau de mer dont le lac dérive. C'est une eau de mer modifiée, notamment par exemple il y a 100 fois plus de carbonate dissous que dans l'eau de mer. Et par contre, il y a beaucoup moins d'autres éléments comme le calcium et le magnésium qui ont été précipités massivement, donc il y a une modification de forme réactive. Beaucoup d'azote, forme ammoniaque, beaucoup de carbone organique dissous, un pH assez élevé, en surface de 9 à 9,5, etc. Donc c'est un milieu qu'on peut qualifier extrême, et de fait, malgré le mélange saisonnier qui va réhomogénéiser la salinité, on reste anoxique en permanence. Donc ce cas de figure est assez curieux, puisque malgré cette situation de mélange saisonnier, on ne réhomogénise pas tous les paramètres. C'est pour ça que je propose d'appeler ce type de situation pseudomictique, puisque certains paramètres ne sont pas réhomogénéisés à l'occasion du mélange. Alors, on va se focaliser un petit peu maintenant, pendant quelques diapos, sur les flux de ces deux gaz à effet de serre, là, le CO2 et le méthane. Ce sont des flux assez forts. Ça a été obtenu, donc je vous rappelle, par la méthode de la chambre flottante. Alors, vous voyez des exemples de mesures. En général, on pose la chambre et on observe s'il y a des émissions de gaz, une forte augmentation ici dans ce lac de CO2. Là, c'est le méthane, pardon, là, c'est le CO2. Très forte augmentation de méthane. Vous voyez aussi ce genre d'augmentation sur le CO2. Et de la pente de ces variations, on tire, avec la géométrie de la chambre, on tire le flux en combinant cette pente avec la géométrie de la chambre. Pour le méthane, il peut y avoir une petite complication, c'est qu'aussi le méthane ne fait pas que sortir par diffusion, il peut sortir aussi sous forme de bulle, et donc on a un flux ébullitif. Et vous voyez que ça se voit très bien avec l'arrivée de bulles dans la chambre, et puis on a des tronçons de droite qui sont décalés progressivement. Donc en fait, les tronçons de droite, ça nous donne le flux diffusif. Entre le début et la fin, on a le flux total, et par différence, on a la contribution du flux ébullitif. Donc on peut distinguer ces deux types de flux dans cette situation. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'évolution sur un cycle nictéméral, donc de 24 heures. En haut, c'est le vent en fonction du temps. Donc les zones grises, c'est la nuit. Alors vous voyez que la nuit, il y a souvent peu de vent. Et le jour, le vent se lève, c'est des vents thermiques à ce moment-là. Et le cycle que l'on a fait, là, c'était en 2014. Il est coincé dans cette partie-là, avec une petite... on a peut-être eu de la chance à ce moment-là, parce qu'en fait, vous voyez, le vent n'est pas venu tout de suite au lever
du jour, il a un petit peu tardé à venir dans la matinée, et on a eu une zone sans vent au début de la journée. On aurait pu aussi avoir du vent, même la nuit, hein, mais bon. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici, en fonction du temps, le flux de CO2 en millimoles par mètre carré et par jour. Alors ce que l'on remarque, c'est que la nuit, ça a plutôt tendance à être plus bas que le jour et à baisser jusqu'au petit matin. Et puis, dès que le soleil vient, et sous les tropiques, c'est assez brutal, hein, le soleil se lève rapidement et se couche rapidement, surtout qu'il y a le cratère avec ses bords qui masquent un peu, qui font de l'ombre, vous avez le flux de CO2 qui augmente brutalement. Et l'axe de droite, là, c'est le vent, avec pas de vent au début, qui est venu qu'en milieu de matinée, et pourtant le CO2 sortait déjà. Alors pourquoi je parle du vent? Parce que évidemment, quand on agite la surface de l'eau, on va favoriser les échanges avec l'atmosphère, et donc le vent est un paramètre important à prendre en compte dans les échanges eau-air. Mais vous voyez que là, ça semble un petit peu disjoint, le coefficient de corrélation n'est pas énorme. Mais si on regarde maintenant ce qu'il en est de la température de l'eau de surface, là qui est représentée en rouge, eh ben, elle évolue de façon assez synchrone avec le flux de CO2, et la corrélation est nettement meilleure. Alors donc l'effet thermique semble être un paramètre important pour la sortie de CO2. Il ne faut pas oublier que quand la température augmente, la solubilité des gaz diminue, donc ça va favoriser l'émission de CO2. Quand la température augmente, la solubilité des carbonates de calcium diminue, et quand on fait précipiter des carbonates, pourquoi il y a ce bandeau là qui s'est rajouté? Quand on fait précipiter des carbonates de calcium, eh bien en fait, on favorise la sortie de CO2. Hein, qu'on transforme 2 hydrogénocarbonates et du calcium en 1 CaCO3 et 1 CO2 qui sort, donc on favorise la formation de CO2, et cette réaction-là, elle fait diminuer le pH. Donc cette évolution, elle est importante à prendre en compte, parce qu'en plus, elle peut être contre-intuitive avec ce qu'on aurait pu penser compte tenu de la photosynthèse très active dans le lac, hein, de la forte biomasse. La photosynthèse, écrite sous forme très simplifiée, ça pompe du CO2 et ça fait de la matière organique. Et donc, par pompage du CO2, qui est un acide faible, ça fait augmenter le pH. Donc, on devrait, si on s'en réfère à cette réaction de photosynthèse, qui est plus active évidemment le jour que la nuit, on devrait faire baisser les flux de CO2 pendant la journée, puisqu'on pompe du CO2. Or, on a exactement l'inverse. Donc ça, c'était assez contre-intuitif, on ne s'attendait pas à ça. En fait, il faut tenir compte du couplage photosynthèse-précipitation. Donc, si le couplage, c'est-à-dire la précipitation de calcite, compense à 100% la photosynthèse, eh bien, ça va faire baisser le flux de CO2. Mais si la précipitation domine, ben, ça va être le CO2 qui va être émis suite à la formation de CO2 par cette précipitation. Et puis, n'oubliez pas l'effet thermique, hein. Alors, on peut aussi s'en convaincre en regardant, j'avais déployé en surface des sondes pendant quelques jours, là, et là, vous avez le pH et la température en fonction du temps, et on voit de magnifiques oscillations. Alors, on a des oscillations de température, là. Les petites barres verticales pointillées, c'est le lever du soleil, hein. Dès que le soleil arrive sur la surface de l'eau, on chauffe, et ça chauffe de quelques degrés, hein. En journée, j'ai obtenu un maximum pas loin de 40 degrés une certaine journée sur le lac, parce que le lac est tellement sombre de cette matière de cyanobactéries là, qu'il absorbe très bien la chaleur du soleil. Et vous voyez que le pH évolue
effectivement très rapidement avec l'échauffement de la masse d'eau, et vous avez un pH qui baisse au début de la journée, puis qui remonte et qui se stabilise la nuit. Vous avez à peu près une baisse de 0,12 unités pH, ce qui est énorme dans un milieu autant tamponné que l'est l'eau du lac avec énormément de carbonate. Donc il y a un fort effet de la précipitation. Et puis après, évidemment, vous avez des réactions qui interviennent avec la photosynthèse, l'équilibre des carbonates en fonction de la température, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez remarquable. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est que malgré tout, en mesure de pression partielle de CO2, on était toujours au-dessus de la... Ça a été mesuré et calculé. J'ai fait des mesures avec une sonde à P de CO2. La P de CO2 était toujours supérieure à celle de l'air, ce qui fait qu'on était bien en accord avec les observations de flux de CO2 vers l'air. Alors pour le méthane, voilà les flux en fonction du temps sur le même cycle nictéméral et toujours le vent. Alors là, la corrélation est un petit peu différente. Ça a l'air plus corrélé, c'est dommage, il y a des choses qui sont mangées par l'affichage, mais le vent semble le facteur le plus efficace pour le mieux corrélé aux sorties de méthane, alors que la température joue beaucoup moins apparemment. Vous voyez par exemple ici le flux de méthane et la température. Là, sur ce graphique, on s'en rend déjà compte, alors que ce n'était pas du tout comme ça sur le CO2. Donc sur le méthane, on a l'impression que le vent joue plus que la température. Ça, c'est sur donc plusieurs campagnes qui ont eu lieu souvent à la fin de la saison des pluies ou à la fin de la saison sèche. Vous avez une évolution en miroir des flux de CO2 et de méthane. Quand il y a beaucoup de CO2 qui sort, c'est là où il y avait le minimum de CH4 qui sort, et donc là, c'était en saison non stratifiée. Et en saison stratifiée, on avait beaucoup de méthane qui sortait et moins de CO2. Et on l'a retrouvé plusieurs fois. Ce schéma, c'est assez stable. À chaque fois qu'on était en période stratifiée, on trouvait à peu près les mêmes valeurs. Et à chaque fois qu'on était en période non stratifiée, également, on retrouvait à peu près les mêmes valeurs. Ce qui permet d'en tirer un flux moyen annuel, parce qu'évidemment, on n'a pas été à tous les mois de l'année là-bas. Malheureusement, c'est une extrapolation quand même. Il faudrait plus de données. Mais en gros, c'est des flux de CO2 et de méthane qui sont forts. Surtout le flux de méthane, il est remarquablement élevé. Il y a quelques systèmes sur Terre, quelques exemples où ça sort plus, mais en fait, il fait partie des top records de flux de méthane. Du méthane avec une signature biogénique. Alors, on peut combiner ça aussi avec l'abondance relative des archées et au profil dans la colonne d'eau. Là, vous avez sur cette partie-là un profil de méthane en saison stratifiée avec un pic, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une production de méthane au sein de la colonne d'eau dans cette zone-là, mais cette zone-là, elle est déjà anoxique, il n'y a déjà plus d'oxygène, parce qu'on est vers 2 mètres et l'oxygène, il disparaît vers 1 mètre. Donc on aurait une production de méthane en colonne d'eau, avec un méthane très proche de la surface, puisqu'il n'y a plus que 2 mètres à franchir. Et de ce fait, dans cette situation-là, on a les flux de méthane les plus élevés et on peut plus facilement le comprendre quand on voit ce qui se passe plus en profondeur dans la colonne d'eau, alors qu'en saison non stratifiée, le méthane est beaucoup plus bas. Alors attention, à l'échelle écrase, on est quand même très haut malgré tout. Et donc il y a moins quand même de méthane qui sort, mais malgré tout, il en sort toujours beaucoup. Et ça, c'est relié à l'activité la distribution des archées. Donc là, en période stratifiée, vous avez par exemple beaucoup d'archées méthanogènes, comme les Euryarchaeota sous 2 mètres.
Mais vous voyez qu'il y en a quand même, malgré tout, dans les zones proches de la surface. Donc, c'est un milieu vraiment où la matière organique est rapidement recyclée, dégradée, fermentée. Il fait toujours chaud, donc les réactions vont très vite. C'est un milieu, c'est un véritable réacteur biologique. Alors, ces fortes émissions de méthane vers l'air sont très intéressantes et elles nous ont permis de comprendre ce qui se passe au niveau du carbone dans le lac globalement et des signatures isotopiques. Au début, je vous signalais des signatures isotopiques très décalées par rapport à la normale, avec des enrichissements de plus 10 à plus 13 pour 1000 en delta 13C des carbonates. Mais en fait, comme on a une forte émission de méthane, on perd beaucoup de carbone léger à isotope léger, donc beaucoup le méthane, vous avez vu, il a une signature vers moins 65 pour 1000, donc il a beaucoup de carbone léger qui s'en va, et par effet de bilan, le lac s'enrichit en isotope lourd, et ce qui explique la signature du carbone inorganique dissous et des carbonates, dont soit les microbialites, soit le sédiment lui-même. Et ces excursions-là ressemblent, ces excursions positives, comme on les appelle par rapport à zéro, ressemblent à celles que l'on a dans les sédiments anciens qui correspondent au paléoprotérozoïque, où l'on a effectivement des signatures avec des valeurs de plus 8 à plus 14 pour 1000. Donc, ce que l'on a là dans le lac ressemble à ce qui a pu se passer dans certains environnements, soit océaniques, côtiers, ou soit lacs, dans des périodes très reculées de l'histoire de la Terre. Donc quand on combine toutes ces caractéristiques, température élevée, salinité forte, peu de sulfate, dans l'océan primitif, il y avait peu de sulfate, alors qu'actuellement il y en a beaucoup, une large dominance des prokaryotes, évidemment dans la période ancienne de la Terre, il n'y avait pas d'eucaryotes, il n'y avait que des prokaryotes, anoxie permanente en profondeur, ça aussi c'est une caractéristique des milieux anciens. Eh bien, la présence de microbialites, et rappelez-vous, premiers organismes dont on trouve des traces traumatolites à 3,5 milliards d'années, tout ça, ça fait une combinaison d'analogies avec des environnements anciens, et ce lac est considéré comme un analogue de certaines de ces conditions. Bon, ça a été publié récemment. Et par ailleurs, d'autres analogies, c'est celle dont je vous parlais aussi tout à l'heure, c'est analogie avec des formations minéralogiques que l'on rencontre dans des formations pétrolifères lacustres, où on a certains minéraux, certains assemblages de minéraux, et aussi sur leur évolution en fonction de la profondeur. On voit qu'on passe de l'hydromagnésite à un feldspath, de la saponite, une argile, pardon, et vous avez des marqueurs comme ça, minéraux, qui peuvent être caractéristiques de certains environnements, qui auraient été influencés par le volcanisme, avec des pH élevés, qui potentiellement sont associés à une forte production biologique. Il faut savoir que les pétroliers ne cherchaient pas forcément des ressources à côté des volcans. Ils cherchaient plutôt ça dans les zones sédimentaires, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il pouvait aussi y avoir des zones volcaniques qui ont favorisé l'activité biologique et qui l'ont boostée, et c'est sans doute ce qui se passe à Mayotte. Alors je terminerai sur cet aspect-là de crise sismo-volcanique qui a débuté en mai 2018, il y a presque 3 ans maintenant. On s'est rendu compte par des séismes, dont certains étaient supérieurs à 5, il y a eu des maisons qui se sont fissurées, les gens ont eu peur, il y a eu des centaines de séismes. Alors, au début, ils étaient un peu plus éloignés, puis ils se sont rapprochés de Mayotte. C'est à plein est de Mayotte, et surtout près de Petite Terre. Et on a observé que l'île se décalait. Alors là, c'est des mouvements en géographique. Vous avez une dérive est, là, qui a été assez forte, presque 25 cm. Vers le nord, ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, ça s'est enfoncé. Et actuellement, là, le dernier chiffre, il date de décembre 2020. En tout, on est à presque 20 cm d'enfoncement, ce qui est énorme, sur une période de 2 ans.
il y a une subsidence très marquée de l'île. Et tout ça, c'est dû à la vidange d'un réservoir magmatique qui a donné lieu à la formation d'un nouveau volcan sous-marin, une grosse éruption sous-marine, hein, la plus grosse jamais documentée d'ailleurs, un volcan qui fait plus de 800 mètres de haut maintenant, qui n'existait pas il y a quelques années, là, 5 km3 de lave, des roches caractéristiques en coussinets et des roches qui explosent aussi quand on les remonte parce qu'elles sont gorgées de gaz. Et bien voilà, l'origine de ces perturbations, c'est ce volcanisme très original là. Alors du coup, l'île s'enfonce, et nous, quand on a un petit peu regardé de plus près le niveau du lac, dont on a de bonnes idées en combinant les données de pluviométrie, d'évaporation, les données du limnigraphe, on a ici reconstruit le niveau du lac en fonction des années, et les 2 dernières années, si l'on ne fait pas rentrer d'eau, on aurait ces points-là. Et ce que l'on observe est 40 cm plus haut. Donc avant, on n'a jamais eu besoin de faire rentrer de l'eau en plus de la pluviométrie pour justifier du niveau du lac, sauf les 2 dernières années. Alors est-ce que c'est lié à la subsidence? Est-ce qu'il y a eu des fractures qui ont été réouvertes qui laissent circuler de l'eau? Est-ce que c'est de l'eau de mer ou autre chose? La salinité a tendance à baisser. Donc on a proposé un projet NR pour étudier ce qui se passerait si de l'eau de mer arrivait dans le lac, l'eau de mer apportant beaucoup de sulfate. On risque de modifier les processus internes au lac, c'est-à-dire qu'actuellement ils sont dominés par la méthanogenèse, mais on pourrait avoir, suite aux apports de sulfate, quelque chose qui va aller vers la sulfatoréduction, donc qui va prendre le pas sur la méthanogenèse, puisque le sulfate c'est un oxydant assez efficace pour dégrader la matière organique, et potentiellement on va accélérer les crises H2S qui vont potentiellement aussi se traduire par un rosissement du lac. Alors en fait on en a déjà vu, pas nous, mais des témoins locaux ont déjà vu le lac rosir sur 1 ou 2 jours, parce qu'il y a des bactéries pourpres du soufre dans le lac. Donc on pourrait avoir une évolution vers une dominance de ces bactéries si le processus vers la sulfatoréduction allait en augmentant. Cet ANR est beaucoup basé sur des expériences en microcosme et mésocosme, et aussi des mesures sur le lac. Il y a depuis 2 ans là, un observatoire, l'observatoire volcanologique et sismologique de Mayotte, qui s'est mis en place pour étudier la crise et les risques qui sont liés au tremblement de terre et au volcan. Et on a proposé de suivre le lac, notamment les sorties de bulles, pour surveiller l'activité volcanique locale. Et on a déposé une demande de soutien en complément de l'ANR pour suivre le lac. Et ça nous intéresserait, nous par ailleurs, de comprendre comment il évolue en fonction de cette crise-là, avec la salinité, l'H2S, on a inclus l'oxygène, on a inclus évidemment le niveau du lac, la météo, etc. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai cité une partie des gens, là, les principaux impliqués dans ces travaux, il y en a beaucoup, et en réalité, ça sera peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, le cas peut-être de quelqu'un de Cartel. Chaque fois qu'il y a un scientifique qui s'est penché sur ce site, il a été séduit et il a continué à travailler, il s'est impliqué davantage. Alors pourquoi pas, hein, même si par exemple Jean, les poissons ne sont pas là, tu pourras peut-être voir de magnifiques structures sous l'eau avec tes caméras acoustiques, parce qu'on n'y voit rien. Moi j'ai plongé dans ce lac et je ne voyais pas ma main à 5 cm de mon masque. C'est une purée. On ne peut pas faire de photos sous l'eau, par exemple. Et il y a plein de disciplines, encore une fois, qui peuvent trouver leur compte sur ce système-là. Voilà, je m'arrête et je peux répondre ou tenter de répondre à des questions.